conférence sur le travail de recherche qu'on mène actuellement sur le géopouvoir, donc dire le bon usage de la Terre, une histoire du géopouvoir. Donc juste avant la présentation de Christophe, qui va durer à peu près 1 heure, pour qu'on ait le temps de débattre par la suite, je voudrais juste dire qu'on fait deux activités en parallèle des conférences. Donc on a un séminaire mensuel qui est en fait qui est constitué par les membres, les adhérents de l'Université Populaire de Tours, où on se réunit pour justement présenter des travaux, avoir développé une réflexion collective autour de cette thématique commune. Donc la prochaine séance du séminaire mensuel aura lieu le 27 février, donc à la salle plurielle, qui est place de la Liberté, et sur la question effondrement et immigration, donc présentée par une des membres du collectif qui s'appelle José Bonnet. Donc c'est des séminaires qui sont ouverts, c'est des séances de travail, mais c'est ouvert. Et puis après il y a d'autres séminaires, donc là vous avez le programme, donc normalement si vous l'avez eu, sinon vous pourrez le prendre à la sortie. Donc le programme un petit peu des actions à venir jusqu'au mois de juin. Il y a aussi un atelier qui est proposé par Alfredo Gomez-Müller, philosophe de formation, et qui propose un atelier sur la question du post-colonial. Donc il y a déjà 2 séances qui ont eu lieu, et en fait c'est un atelier qui dure sur 9 séances, et donc ça a lieu tous les lundis soirs de 19h à 21h à la salle plurielle aussi, donc vous êtes invités à venir pour l'atelier sur le post-colonial. Voilà pour l'instant les activités. Il y aura d'autres choses à venir. Et donc, pour le moment, je vous invite à écouter Christophe Bonneuil. Et sachant que la prochaine conférence, ce sera donc Virginie Maris, qui va présenter son livre La part sauvage du monde. Et ça sera le mercredi 20 mars à 20h30 à la salle plurielle. Voilà. Merci à l'Université Populaire. Alors Sophie m'a dit de quand même commencer par présenter un tout petit peu ce que le regard historien peut apporter à notre compréhension du dérèglement planétaire en cours avant de rentrer vraiment dans le sujet. Et donc vous dire en quelques mots ce qu'on avait essayé de faire dans notre livre avec Jean-Baptiste Ressaux qui s'appelle L'événement Anthropocène. En gros, il y a 3 temps dans la démarche du livre. Le premier, c'est d'accueillir les travaux des sciences du système Terre, de l'écologie, de la climatologie, de la chimie atmosphérique, etc. Ces sciences du système Terre qui portent des données, qui portent une alerte et qui nous disent que ce qu'on croyait être une crise écologique est en fait maintenant d'une ampleur spatiale et temporelle telle que pour ces auteurs-là, dont des prix Nobel, on est au-delà d'une crise écologique, on est dans un dérèglement géologique. D'où leur proposition de créer un nouveau nom pour une nouvelle époque dans laquelle serait entrée la Terre, qui ne serait plus l'Holocène, donc les 12 000 dernières années depuis la dernière glaciation, mais qu'ils ont proposé d'appeler Anthropocène. Donc dans un premier temps, on accueille l'ensemble des éléments qui convergent pour dire que oui, effectivement, il est en train de se passer un basculement de la géologie de notre planète qui est causée par les activités humaines. Ce qu'on fait dans un deuxième temps, c'est que on propose malgré tout une critique du grand récit qui est associé aux travaux de ces scientifiques. En gros, si on les écoutait, ce basculement géologique causé par les activités humaines qui place la Terre dans un nouvel état, pas seulement climatique, c'est aussi l'acidité des océans, c'est aussi les crises d'extinction, c'est aussi les cycles de l'eau, le cycle du carbone évidemment, mais aussi du phosphore ou de l'azote, qui sont profondément bouleversés et qui sont hors des fourchettes de ce qu'avaient été les paramètres de la Terre de la dernière glaciation jusqu'au XVIIIe siècle. Donc ça, on accueille, et en même temps, si on les écoute, si on lit leurs publications dans les principales revues, leur vision, ça consiste à dire, nous les humains, sans faire exprès,
on a bousillé la planète depuis l'âge industriel. Aujourd'hui, on s'en aperçoit, grâce à la science la plus outillée, les satellites, les modèles climatiques, etc. Et donc la communauté des scientifiques et des ingénieurs est légitime pour guider les autres habitants de la Terre qui sont un peu moins éclairés vers le chemin de la reconnexion avec la Terre et d'un avenir durable. Je caricature à peine cette proposition, c'est vraiment un résumé de la dizaine de publications dans les grandes revues qu'ils ont faites. Et cette thèse-là, c'est finalement un grand récit de ce qui nous est arrivé depuis l'histoire de l'humanité. On a d'abord été chasseurs-cueilleurs, on a un peu détruit les grands mammifères à l'époque, il y a 50 000 ans, et puis ensuite, du néolithique, on a un peu standardisé les paysages, et puis ensuite, il y a la révolution industrielle, on a un peu transformé l'atmosphère, et puis avec cette énergie, on a complètement modifié les usages des sols, mais on n'avait pas vraiment conscience de ce qui se passait, et aujourd'hui, on est face à cette prise de conscience. Alors, premier problème de ce grand récit, c'est qui le nous de l'humanité? Ça fabrique un nous indifférencié qui met dans le même panier les quelques décideurs capitalistes des usines de textile de Manchester qui, dans les années 30, décident tous de basculer de l'hydraulique au charbon comme moteur de leurs usines, en partie pour mieux discipliner les travailleurs, donc dans des stratégies sociales, et qui vont enclencher, qui vont jouer un rôle déterminant dans le basculement de l'Angleterre vers les énergies fossiles. Et l'Angleterre, dans les années 1850, émet à peu près les 3/4 des gaz à effet de serre de la planète. Donc c'est en fait quelques personnes qui ont joué un rôle déterminant. L'Indien Yanomani, aujourd'hui au fond de l'Amazonie, n'a pas à être tenu autant responsable que Rockefeller, que les PDG de Total aujourd'hui, de ce qui se passe en termes de dérèglement écologique de notre planète. Et donc le fait de mettre un nous comme ça, nous l'espèce humaine, ça gomme toutes ces inégalités-là, toutes ces asymétries d'accès aux richesses, ces asymétries de responsabilité. Donc ça a tendance à dépolitiser le débat et à ne pas pointer finalement les responsabilités, les leviers de changement là où ils pourraient être. Donc ça c'est un premier problème. Deuxième problème, l'idée que on aurait pris conscience que récemment du problème. En gros, ça renvoie à l'idée qu'il y a eu deux modernités. Il y a eu une modernité de Christophe Colomb à la fin du XXe siècle qui a foncé vers le progrès, qui s'est industrialisée, qui est devenue productiviste, mais qui n'avait pas conscience des dégâts qu'elle provoquait. Elle était non réflexive par rapport à ces métabolismes, ces échanges de matière avec le reste de la planète, non réflexive dans ses rapports avec les êtres non humains qu'elle était en train de transformer ou d'éliminer. Elle était complètement aveuglée par la conquête d'un avenir meilleur, et donc on n'a pas fait attention. Pardonnez-nous, il ne savait pas ce qu'il faisait dans les textes bibliques. Il y a un peu cette idée-là. Donc il y a cette première modernité qui n'était pas écolo, qui n'était pas réflexive, et puis depuis 30 ans, depuis le GIEC, depuis tout ce qu'on sait en écologie globale, en climatologie, en sciences du système Terre, avec les grands modèles, etc. Ça y est, Eureka, on ne peut plus ne pas s'apercevoir qu'on est en train de transformer la planète. Donc vous voyez, il y a cette idée qu'avant, on ne savait pas. Alors ça pose un certain nombre de problèmes à nous historiens. Premièrement, c'est faux. Vous avez ici une citation de Buffon, en 1778, qui écrit un livre en 7 volumes sur les époques de la nature, et il dit la 7e époque, c'est l'époque de l'homme, où l'homme accompagne les processus géologiques, et où il y a une sorte de, le terme évolution n'existe pas à l'époque, hein, mais de cheminement conjoint de la Terre et de l'humanité, et la face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme. Alors il a même un passage un tout petit peu plus loin où il dit en gros que l'humanité a la capacité de modifier les influences du climat qu'elle habite pour en fixer, pour ainsi dire, la température au point qui lui convient. Donc en 1778, on a des savants qui pensent que l'humanité tient le thermostat de la planète. Pourquoi ?
parce qu'il y a déjà des théories globales du changement climatique qui ne sont pas liées au cycle du carbone, qui sont liées au cycle de l'eau, qui est considéré comme un cycle global. Si vous coupez les forêts, il fait plus chaud et plus sec, et ça transforme le climat à l'échelle globale. Donc, on a un certain nombre de théories climatiques à cette époque-là qui permettent par exemple d'expliquer pourquoi, je crois que Bordeaux et Montréal, c'est à peu près la même latitude, pourquoi il fait plus froid à Montréal qu'à Bordeaux. C'est un grand mystère pour les savants de cette époque-là. Et l'interprétation, qui n'est pas la seule, qui est en partie controversée mais qui est dominante, ça va être de dire, bah oui, en Europe, nous, on est des civilisés, on a transformé notre forêt primitive, on a abattu les arbres, on a pénétré la terre par le pénis de nos charrues et donc nous l'avons civilisé, c'est vraiment comme ça qu'on pense à l'époque, et donc nous vivons dans un environnement clément, tempéré, qui correspond bien à notre civilisation avancée. Par contre, les Amérindiens, ils chassent des animaux, ils collectent, ils n'ont pas vraiment transformé leur environnement, donc ils vivent encore sous des forêts qui maintiennent un climat froid et humide, et c'est pour ça qu'il n'y a pas le même climat à la même latitude selon qu'on est en Europe ou aux États-Unis. Argument qui d'ailleurs permet de justifier la colonisation européenne en Amérique. À partir du moment où quand les Européens vont y aller, ils vont civiliser le continent, ils vont l'améliorer, ils vont le climatiser. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réflexivité de la société et des élites savantes et des élites coloniales du XVIIIe siècle en termes de la possibilité de transformer globalement la planète par les activités humaines. C'est-à-dire, avant on ne savait pas, avant on voyait que nos impacts à l'échelle locale, et aujourd'hui maintenant on voit le global. Ce genre de discours qui est très progressif, très continu, c'est faux. D'ailleurs, même c'est revendiqué, un des chantres de l'industrialisme au début du 19e, Saint-Simon et ses élèves, dit l'objet de l'industrie est l'exploitation du globe. On va bouleverser le globe et on va devenir Dieu. C'est le projet industrialiste tel qu'il est formulé par ces acteurs à ce moment-là. Alors, non seulement c'est faux, mais cette conception-là, sur l'idée que la crise écologique serait nouvelle et qu'on s'en apercevrait que récemment, elle pose un certain nombre de problèmes politiques, je dirais. Premièrement, ça consiste à perpétuer le grand récit du progrès, finalement. Si nous sommes plus éclairés écologiquement que nos ancêtres, on est meilleurs qu'eux. Ils ont bousillé l'environnement sans s'en apercevoir. Nous, on commence à s'en apercevoir, donc on va prendre les mesures et on va être mieux. Donc, on maintient l'idée qu'il y aurait un passé un peu obscur et inconscient et qu'on va vers un avenir de plus en plus éclairé. C'est exactement le récit progressiste des Lumières, de la modernité, que finalement on reproduit à un moment où, où il est en train d'entrer en crise, justement du fait de l'ampleur de la crise écologique. Deuxièmement, ça supposerait, si ce récit était vrai, que quand on ne sait pas, on est des cochons écologiques, puis quand on sait, ça va aller mieux. Implicitement, déjà, si on sait, on a déjà fait la moitié du travail pour devenir soutenable et durable. C'est une hypothèse qui n'est pas forcément avérée. Regardez les années 50-60, une publicité pour un géant des énergies fossiles, il dit chaque jour nous avons assez d'énergie pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Ils en sont fiers. Il y a déjà des théories du changement climatique dès la fin des années 40. Et quand un glaciologue suédois fait une tournée de conférences en 1947 aux États-Unis dans les universités, le Pentagone crée en 1947 ou 1948 un service de protection environnementale. Parce que si les pôles commencent à fondre, et notamment le pôle Nord et l'Arctique, les Russes arrivent avec leurs bateaux en Alaska, ils déchargent des tanks et la guerre froide se pose d'une façon tout à fait différente. Donc pour les militaires, connaître l'environnement global et connaître les changements du climat est déjà crucial en 1947. Donc on a ici finalement une revendication du réchauffement de la planète. On ne peut pas dire on ne savait pas. Et puis encore plus récemment, ça c'est pendant les incendies en Californie en 2017, donc nous encore joué au golf pendant qu'il y a l'incendie là. Voilà, le problème d'un récit disant avant on ne savait pas, maintenant on sait, donc tout va aller mieux,
ça a tendance à mettre la question de la connaissance et du cognitif au premier plan, et la question politique, des intérêts, des gens qui bloquent, des lobbies, en arrière-plan, et on oublie de les penser. Et donc du coup, ça dépolitise la question écologique, et c'est aussi pour ça que ça nous posait un problème. Donc, dans la troisième partie du livre, on essaye de pluraliser les récits, à proposer d'autres récits que ce grand récit, des récits qui parlent des responsabilités extrêmement situées dans un certain nombre de décisions qui sont prises, du basculement vers les énergies fossiles, du rôle des acteurs militaires dans toute une série de choix techniques qui ont embarqué tout le reste de la société derrière, dans l'histoire de la société de consommation, dans l'histoire de la fabrique des ignorances qui ont permis d'avancer malgré le fait qu'il existait des alertes et des résistances, dans la recherche d'une histoire conjointe du capitalisme et des fonctionnements planétaires, et dans une histoire des résistances et des contestations de ce qui était en train de se jouer depuis 2 siècles. Donc à chaque fois, on tire un récit différent. Il y en a encore d'autres qui pourraient être tirés. Il y a des très beaux récits écoféministes ou des critiques écoféministes de l'Anthropocène. Donc voilà ce qu'on avait essayé de faire dans notre livre. Donc c'est pas faire de l'histoire pour le plaisir de titiller les acteurs d'aujourd'hui en leur disant « Ah, vous vous trompez, en fait ça fait plus longtemps que vous croyez que nous avons conscience de certains problèmes, etc. » C'est pas juste pour ramener sa fraise d'historien, c'est parce qu'on pense que par ce détour par l'histoire, il y a toute une série d'apprentissage, de choses qui peuvent nous permettre de penser le présent. Si je pouvais dégager 3, 4, 5 leçons de toute une série de travaux historiens depuis 30 ans, qui, à mon avis, éclairent ce qu'on peut penser aujourd'hui de la crise environnementale. Première leçon, le fait qu'il y ait une intrication ancienne et toujours à l'œuvre des fonctionnements du capitalisme et des fonctionnements de la planète. C'est que Wallerstein a essayé de comprendre comment les économies mondiales s'harmonisent, se convergent les unes avec les autres depuis le XVe siècle. Donc il y a une mondialisation, une convergence, et en même temps, il y a des territoires qui en bénéficient beaucoup, qui va appeler des centres de cette convergence, de cette mondialisation, et d'autres qui vont en être plutôt légitimes, qui vont être surexploités, etc. C'est ce qu'on va appeler l'échange inégal. Et il appelle ça des systèmes mondes, avec des centres et des périphéries, et donc un échange inégal qui se joue à l'intérieur de ce processus de convergence qu'est la mondialisation. Donc ça permet d'expliquer à la fois la convergence et les divergences, les inégalités qui se maintiennent dans son modèle. Bah, finalement, ce qui est intéressant, c'est que à chaque étape du capitalisme, telles qu'elles ont été étudiées par Wallerstein, on va avoir une action sur le système Terre qui fait que l'état du système Terre a lui aussi une historicité. Par exemple, au XVIe siècle, dans le sillage de l'invasion européenne de l'Amérique après Colomb, il y avait 55 millions d'Amérindiens en 1492, il n'y en a plus que 5 millions en 1750. Donc il y a 50 millions d'Indiens rayés de la carte par la guerre, par le travail forcé, mais surtout par les épidémies des microbes européens qui sont là. 50 millions d'Indiens, ça fait 50 millions d'hectares de champs qui deviennent inutiles pour nourrir ces 50 millions d'Indiens. Donc ça fait au moins 50 millions d'hectares qui reviennent à la friche et à la forêt. Et effectivement, entre 1492 et 1610, on va avoir une chute du taux de carbone dans l'atmosphère, du taux de CO2 de 5 parties par million. Pourquoi ? Parce que les forêts qui ont repoussé en Amérique ont absorbé du carbone. Et donc elles ont diminué la quantité de carbone dans l'atmosphère. 5 parties par million, c'est très peu par rapport
À l'époque, on en était vers les 280 parties par million. Aujourd'hui, on a dépassé les 400. Donc en gros, on était passé de 279 à 273 parties par million au cours du XVIe siècle. Mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on peut voir dans les carottes posées par les glaciologues au pôle Nord et au pôle Sud. Donc que le génocide amérindien laisse des traces de type géologique. Et donc il y a déjà finalement une histoire conjointe, un télescopage, un entremêlement entre l'histoire de la Terre et l'histoire humaine dès ce moment-là. Et du coup, on peut ensuite s'amuser à comprendre comment les systèmes terrestres ont également été bouleversés par la révolution industrielle, puis bouleversés par les années 50-60 et de nouvelles formes de production et de nouveaux systèmes de consommation, avec l'apparition du pétrole, de tous les dérivés du pétrole, le plastique, le biocide, les produits radioactifs qui n'existaient pas à l'état naturel et qui se retrouvent diffusés dans l'atmosphère avec tous les essais nucléaires. On a un nouvel état une nouvelle histoire naturelle de la Terre après 1945. Et donc c'est très intéressant de se dire que l'histoire de la Terre, depuis un certain nombre de siècles, elle est agie par les activités humaines et inversement, les différents états de la planète peuvent peser sur le cours de l'histoire. Par exemple, à la fin du XIXe siècle, on a des phénomènes El Niño, des phénomènes climatiques et des changements du régime des moussons qui vont provoquer des famines entre les années 1870 et 1900 d'entre 30 et 50 000, avec entre 30 et 50 millions de morts en Chine principalement, en Afrique subsaharienne et en Amazonie. C'est un phénomène qui est à la fois largement un phénomène naturel, c'est des événements El Niño, et en même temps, si il y a autant de morts, c'est parce que l'empire chinois est déstabilisé par l'impérialisme européen, c'est parce que, et donc certaines formes de soutien des subsistances qu'organisaient jusqu'au XVIIIe siècle les dynasties chinoises pour finalement construire leur légitimité à travers leur capacité à subvenir aux besoins en cas de pénurie extrêmement grave des paysanneries, ne fonctionne plus à la fin du XIXe siècle, du fait du déclin de la dynastie Qing, je crois, qui va d'ailleurs s'écrouler, je crois que c'est 1909 ou quelque chose comme ça, après la guerre des Boxers, autour de 1900. Idem en Inde, un certain nombre, en fait, en même temps qu'il y a des millions de personnes qui meurent de famine, on exporte du blé des ports indiens, blé qui va partir en Angleterre pour être consommé par les Anglais. Donc on a encore un autre moment dans lequel on a une sorte d'entremêlement et de dynamique conjointe par lesquelles on a à la fois des phénomènes historiques, politiques, économiques qui se jouent et des phénomènes qu'autrefois on appelait naturels. Et on s'aperçoit, c'est le livre de Mike Davis qui parle de ce bouleversement climatique qui s'appelle Génocides tropicaux. On s'aperçoit à quel point les choses sont entremêlées à ce moment-là. Et finalement, cette relecture de l'histoire économique du monde depuis 5 siècles et de l'histoire du capitalisme avec un regard un peu plus écologisé amène par exemple à une redéfinition de ce que c'est que l'échange écologique, que l'échange inégal, pardon. Dans la théorie marxiste classique des années 70-80, l'échange écologique c'était un échange inégal de temps de travail à travers le commerce international. Le paysan sénégalais, pour s'acheter 1 heure de travail d'un ouvrier français qui fait des transistors, par exemple, de radio, qui produit de l'arachide, le risque d'échange écologique inégal et de la dégradation des termes de l'échange entre les pays du centre et les pays de la périphérie, ça consistait à constater que le paysan sénégalais, pour acheter 1 heure de travail de l'ouvrier français, il doit travailler de plus en plus d'heures pour produire son arachide, parce que le cours de l'arachide est très bas par rapport au prix des biens industriels qu'il va acheter. Donc c'est ça que les Samir Amin et d'autres théoriciens marxistes des années 70 appelaient l'échange inégal. Et depuis 15 ans, on a re-questionné cette question des asymétries dans les économies mondiales en regardant ça d'un point de vue des flux de matière
et d'un point de vue des flux d'énergie, d'un point de vue des flux de déchets, d'un point de vue de... En gros, l'hypothèse, c'est est-ce que les pays riches qui sont au centre d'un système capitaliste à un moment donné de l'histoire ne sont pas ceux qui arrivent à drainer les matières premières les plus précieuses, les énergies les plus denses, celles qui ont plus de valeur écologique, vers eux. Par exemple, le pétrole du Moyen-Orient dans les années 50, qui coûte pas cher et qui a une qualité énergétique beaucoup plus importante que le charbon. Un kilo de pétrole apporte plus d'énergie qu'un kilo de charbon. Et dans l'autre sens, ils externalisent, ils rejettent vers l'extérieur toute une série de nuisances écologiques. Par exemple, pour extraire de l'or en Guyane, on utilise du mercure, ça pose des maladies, etc. Tout l'extractivisme qui est dans les périphéries de la Terre a des impacts sanitaires et écologiques. Par exemple, nous rejetons du dioxyde de carbone dans l'atmosphère par notre mode de vie qui se retrouve mutualisé dans toute l'atmosphère, mais qui va plutôt provoquer des dégâts, des souffrances, des réfugiés climatiques, plutôt du côté des plus faibles, des plus pauvres que nous ici, en France, on sera mieux protégés. Il y a une sorte d'échange inégal. On draine les avantages écologiques de la planète vers nous et on rejette vers les périphéries les dégâts collatéraux écologiques dont vont être victimes plutôt d'autres. Si vous pensez par exemple au flux des déchets électroniques de tous nos appareils, etc., ça va beaucoup au Mexique et aux Philippines. Donc, voilà. Et donc, il y a toute une série de travaux qui revisitent cette histoire d'échange inégal dans l'économie capitaliste et ses évolutions, avec ce regard. Dans un certain nombre de cas, effectivement, on a pu objectiver, montrer qu'il y avait des échanges écologiques inégaux entre centre et périphérie, et que, par exemple, la croissance de l'Occident pendant les 30 glorieuses, les dites 30 glorieuses, dans les décennies d'après 1945, serait impossible sans un énorme échange inégal de matière et d'énergie de bonne qualité avec le reste du monde. Et que donc nous nous sommes endettés par rapport à d'autres régions du monde. Un endettement qui, si on calculait en milliards de dollars, serait de plusieurs ordres de grandeur plus important que les actuelles dettes financières des différents pays. Donc voilà, ça réintroduit toute une strate plus matérielle, plus écologique dans notre lecture des dynamiques économiques, de la mondialisation, du capitalisme. D'une certaine façon, on hérite de ça. On hérite de tout un système monde qui nous envoie, quoi qu'on fasse, quasiment vers plus 1,5 degré de température de la planète. Et il dépend de nous d'infléchir cette trajectoire, de changer, de refuser cet héritage, ou en tout cas d'en faire autre chose et de le dépasser. Deuxième leçon, ça pourrait plus spécifiquement consister à dire c'est pas uniquement l'histoire économique, l'histoire du capitalisme qui a besoin d'être repensée en réinternalisant la question de la matière, la question de l'énergie, la question des autres humains, mais c'est toute notre lecture du politique, de la démocratie, de ce que c'est que la liberté, etc. D'une certaine façon, toute la modernité, en disant ça, je suis un mauvais récit progressiste qui critique l'ancienne modernité, la modernité du XVIe au XXe siècle a eu tendance à construire l'idée de démocratie, l'idée de liberté comme des arrachements à la nature, des arrachements à toute pesanteur, à toute contrainte des processus naturels, à la penser comme une domination sur les autres êtres non humains. Du coup, ça s'est traduit, y compris dans les sciences humaines et sociales, par le fait qu'à partir de la fin du XIXe siècle, les sciences humaines et sociales, pour se constituer comme sciences, pour avoir l'air aussi sérieuses que la géologie et la physique de leur temps, se sont dit, nous, on va considérer qu'il y a des lois sociales qui déterminent le devenir des sociétés, et que ces lois sociales ne sont pas influencées par les paramètres naturels, ou alors elles ne le sont que chez les sociétés primitives, c'est ce que dit Durkheim,
Mais plus on devient civilisé, plus on avance sur la voie de l'avenir radieux du progrès, plus on échappe aux contraintes naturelles. Et Durkheim dit le suicide ne s'explique pas par des événements météorologiques. C'est un fait social total, et un fait social ne peut s'expliquer que par un autre fait social. Donc il y a une sorte d'enfermement des sciences sociales vers des explications sociales, en disant les explications non sociales n'existent pas, ne jouent qu'un rôle mineur pour comprendre l'histoire, le devenir, le fonctionnement des sociétés. Alors cette conception-là était très utile à l'époque, parce qu'on était à une époque de racisme scientifique, où on justifiait les inégalités des races par la biologie, à une époque où le sexisme était justifié par des arguments biologiques, etc., etc. Et donc d'entrer en guerre contre toutes les naturalisations qui pouvaient légitimer un certain nombre de pouvoirs qu'on ne souhaitait pas laisser s'installer, ont été un moteur important des sciences sociales au XXe siècle. Dénaturaliser les pouvoirs en montrant qu'ils ne s'expliquent pas par quelque chose qui serait naturel et non problématique. Non, c'est des rapports de force sociaux, c'est des constructions culturelles. Donc tout ce travail-là était essentiel de la part des sciences humaines et sociales. Pensez à l'histoire du féminisme au XXe siècle, c'est quelque chose de très important. En même temps, c'est un peu faux. On s'aperçoit aujourd'hui, et je vous en ai donné déjà des exemples au XVIe siècle et au XIXe siècle, qu'il y a un entremêlement des dynamiques dites sociales et des dynamiques dites environnementales depuis déjà assez longtemps. Et par exemple, on a une très très belle histoire de la démocratie occidentale qui a été faite par Timothy Mitchell dans un livre qui s'appelle Carbone Démocratie, où il raconte l'histoire de nos démocraties, des rapports de force entre le monde ouvrier et le monde capitaliste, en réintroduisant la question de l'énergie. Il nous dit en gros, au XIXe siècle, la société industrielle en Occident repose sur le charbon comme base énergétique, qui fait remonter le charbon à la surface, les mineurs, et qui transportent les cheminots. Comme par hasard, ces deux groupes sociaux ont été les fers de lance du mouvement ouvrier du XIXe et du début du XXe siècle. C'est grâce à ces groupes-là, à leur capacité de blocage des flux d'approvisionnement énergétique, qu'on a pu civiliser le capitalisme sauvage. Que les enfants travaillent moins, qu'il y a 8 heures de travail, qu'il y a des congés payés, des retraites, etc. Et donc d'une certaine façon, c'est grâce à l'inertie du charbon, qui est un peu lourd, qui est difficile à extraire, qui demande du travail, qu'un certain état social, un état-providence a pu être construit par un certain rapport de force en Europe occidentale. Arrive le pétrole. Pétrole qui est utilisé dès la fin du 19e siècle aux États-Unis, mais en Europe plutôt après 1945. 10% des crédits du plan Marshall financés par les États-Unis servent à ce que les pays européens achètent du pétrole à des compagnies américaines qui le font venir du Moyen-Orient. Il y a un circuit qui arrange bien un certain nombre de multinationales américaines. Et cette pétrolisation des sociétés, des économies européennes, elle permet d'accélérer la croissance, elle permet que l'Occident se développe plus vite que le bloc de l'Est, parce qu'on a très peur, hein, l'URSS dans les années 60, elle a 5% de croissance. Ça fait flipper l'OCDE. Il y a une course à la croissance entre les deux blocs qui n'est pas jouée encore à ce moment-là. Donc accélérer la croissance par une énergie plus puissante, plus facile à transporter, plus fluide, etc., c'est essentiel. Et puis, la pétrolisation des sociétés européennes, c'est aussi un effet politique, c'est que c'est la fin du charbon, donc beaucoup moins de travailleurs du charbon, beaucoup moins de cheminots. Or, tous ces groupes sociaux-là, plusieurs centaines de milliers de personnes en France, étaient quasiment tous au PC à la CGT. Dans un contexte de guerre froide, ça contribue à déplacer des rapports de force, et nous dit Timothy Mitchell, cette pétrolisation des démocraties occidentales dans les années 50, 60, 70, jusqu'au choc pétrolier, puis ensuite ça se poursuit d'une façon un peu différente, est déjà un affaiblissement de la démocratie. C'est déjà un recul par rapport à ce qu'est le programme du Conseil national de la résistance de 1944. Ça prépare déjà les défaites du néolibéralisme et des 40 dernières années. Donc vous voyez que c'est peut-être quelque chose
la plupart d'entre vous n'aviez jamais entendu cette histoire-là. C'est un éclairage qui est assez intéressant par rapport à ce qu'on savait auparavant en histoire sociale et politique de l'Europe. Ça ne veut pas dire que c'est une explication monocausale et qu'il n'y a que ça qui est vrai, etc. Mais c'est un éclairage qui nous permet de repenser nos démocraties et y compris de se dire, ah bah tiens, après le pétrole, après les énergies fossiles, quel type de modèle énergétique on veut qui sera couplé à quel type de démocratie, quel type de rapport de force, quel type de forces sociales vont porter les énergies alternatives. Est-ce que ça va être des grosses multinationales qui vont mettre des parcs éoliens avec des centaines d'éoliennes, ou est-ce que ça va être des technologies douces montées en coopérative ou en régime municipal? Ça n'est pas le même type de démocratie dans les deux. Donc ça permet de penser à ces questions. Je suis un peu long là. Alors, une troisième leçon que j'aime bien, c'est que depuis moins de siècles, on a un certain nombre d'alertes sur l'état de la planète. Et on a un certain nombre de gens qui ont proposé des super solutions. Des ingénieurs, des scientifiques, des chefs d'entreprise, etc. Et par exemple, autour de 1800, la crise écologique principale de l'époque, c'est les forêts, c'est l'épuisement des forêts. On passe en Europe occidentale, en France par exemple, de 1/3 de couverts forestiers au XVIe siècle à 16% au début du XIXe siècle. Donc on a peur d'une pénurie de bois et ça crée des tensions sociales entre les villages ruraux qui ont des habitudes d'utiliser la forêt comme un commun pour aller y faire pâturer les bêtes, ramasser le bois mort, quand bien même c'est un seigneur ou un propriétaire bourgeois qui est propriétaire de la forêt. Depuis les temps féodaux, il y a des droits d'usage villageois qui leur donnaient accès aux glands, aux branches mortes, au pâturage, etc. Du fait de la tension sur le bois, il va y avoir des tensions sociales extrêmement fortes qui vont se jouer entre les propriétaires des forêts qui veulent les utiliser d'une façon la plus rentable possible, vont essayer d'exclure les droits des usages villageois. Par exemple, la guerre des demoiselles en France dans les années 1820-1830, dans tout le sud-ouest, c'est énorme, presque une guerre civile. Donc, autour des forêts, on a le sentiment que le climat change, que les rapports sociaux deviennent de plus en plus tendus. Et donc c'est ça le problème qu'on peut appeler aujourd'hui rétrospectivement socio-écologique principal de l'époque. Quelle est la solution qui est proposée par un certain nombre de forestiers et de propriétaires de mines? C'est de dire le charbon, c'est la technologie verte du futur. Ça va permettre de soulager les forêts. On va arrêter de couper les forêts, de les surexploiter parce qu'on a ce don de Dieu ou ce don de l'histoire, selon qu'on était chrétien à l'époque ou pas, de l'histoire géologique de la Terre, c'est le charbon. Et donc vous avez par exemple un des grands forestiers de l'époque qui dit que la sonde des fouilles dirigée par des mains habiles, c'est-à-dire ceux qui font des prospections géologiques, parcourt donc nos coteaux et nos vallons pour y découvrir ces secrets dépôts, c'est-à-dire le charbon, que la nature y a mis dans ses convulsives agitations pour adoucir notre détresse. Donc il faut généraliser le charbon pour sauver les forêts. Alors des histoires comme ça de promesses technologiques qui vont sauver la planète et qui ont des effets en retour un peu problématiques quelques décennies, l'histoire du dernier siècle en est pleine. Et c'est aussi des leçons pour pouvoir peser avec un peu plus de raison toutes les promesses qui nous sont faites aujourd'hui de smart cities, super technologie verte, objets connectés et tout ce qui va sauver techniques de capture du carbone, géo-ingénierie, nanotechnologies qui vont faire des cascades ultra légers, etc. Donc ça c'est... Peut-être que je vais m'arrêter à ces trois... non, et puis la quatrième qui m'amène à l'exposé proprement dit, c'est le constat que les savoirs environnementaux, les alertes environnementales, les mobilisations environnementales, sous cette appellation un peu anachronique qui est environnementale, parce que le terme environnement date plutôt des années 1860 et écologie, mais il y a toute une série d'autres formulations, par exemple en latin, les circumcisa, qui veut dire choses environnantes, qui disent en médecine et hippocratique déjà depuis le Moyen-Âge.
donc ces savoirs et ces discours du bon usage de l'environnement, à chaque époque de l'histoire, ils ne flottent pas dans l'air. Ils ne sont pas forcément merveilleux, précurseurs de la bonne pensée écologique d'aujourd'hui. Ils sont pris dans leur époque, ils sont pris dans les cultures de leur époque, ils sont pris dans les idéologies de leur époque, ils sont parfois formulés par des élites de leur époque qui peuvent avoir des intérêts différents des paysans ou des colonisés de leur époque. Et donc à chaque fois, les conceptions du bon usage de la nature, les savoirs qui rendent les sociétés réflexives dans leur rapport à l'environnement sont pris dans des jeux de pouvoir et dans des dispositifs de domination. Donc c'est là aussi, c'est pour ça que ça nous amène à la notion de géopouvoir, c'est qu'une fois qu'on a dit les savoirs environnementaux, les alertes environnementales ne sont pas nouvelles, elles ont une longue histoire, bah oui, deuxième étape, c'est de dire, ah oui, mais cette histoire, elle est prise dans une histoire qui est une histoire de domination, de rapports inégaux entre différents groupes sociaux qu'il faut un petit peu regarder comment ça s'est déployé dans l'histoire. Alors, mon projet pour les prochaines années, finalement, c'est, après le bouquin sur l'Anthropocène, c'est de faire une histoire sur plusieurs siècles des savoirs et des pouvoirs occidentaux sur la Terre, sur ses ressources, sur les êtres et les processus naturels qui l'animent. L'idée, c'est d'analyser la constitution de ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement comme un problème global, comme un problème de gouvernement global, et de voir comment les catégories par lesquelles on pense ce qu'on appelle aujourd'hui environnement, les savoirs scientifiques, les valeurs, les métaphores, les enjeux économiques, les instruments et les stratégies de gouvernement ont changé. Et c'est à travers cet ensemble un peu hétérogène de choses qu'on a pensé gouverner l'environnement global. Donc ça consiste à dire que ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement, le développement durable, l'anthropocène, la transition, etc., par des catégories intellectuelles, sont celles-ci, ont existé, un certain nombre de réflexions analogues ont existé sous d'autres catégories à différentes époques de l'histoire. Et ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment, depuis au moins un demi-millénaire, en Occident, la définition des richesses, des équilibres, des limites de la Terre, de son bon usage donc, qui serait durable et rationnel, ont été discutés, étudiés, ont été l'enjeu d'alerte, ont été l'enjeu de débat, ont été l'enjeu de bataille politique, ont été l'enjeu de stratégie de gouvernement et de domination. Effectivement, à chaque époque, il y a des élites scientifiques, proto-écologiques, si on veut dire, qui produisent des savoirs, des discours de comment bien utiliser la nature, qui sont toujours pris dans des systèmes hégémoniques de pouvoir, qui essayent d'infléchir ces systèmes hégémoniques, mais qui restent malgré tout pris dedans, parce que finalement, le plus souvent, ceux qui forgent les savoirs du bon usage de la terre, qui sont dominants, qui ont laissé des traces dans les archives, etc., c'est les élites religieuses, c'est les élites politiques, c'est les élites économiques et savantes de l'Europe, au fur et à mesure qu'elle étend son emprise sur le monde. Alors, du coup, j'ai appelé ça l'histoire du géopouvoir. Ça reprend Michel Foucault, Michel Foucault qui a inventé le terme de biopouvoir pour décrire, au tournant du XVIIIe, XIXe siècle, les transformations de l'État moderne. En gros, avant, avoir le pouvoir, c'était pouvoir prendre une vie, pouvoir exécuter quelqu'un, pouvoir le tuer, pouvoir l'enfermer, etc. Et nous dit Foucault, au fur et à mesure qu'on avance vers le XIXe, le pouvoir se définit non plus par cette légitimité du prélèvement de la vie, mais plutôt par la capacité de l'État, du gouvernant, à entretenir la vie, à la faire croître, à la rendre plus productive, à travers le vaccin et les politiques sanitaires, pour entretenir une population plus nombreuse, plus vigoureuse, qui va mieux travailler, mieux faire la guerre dans les tranchées, entretenir des forêts d'une façon plus rationnelle, entretenir un bétail plus productif, etc. Voilà, tout un ensemble de techniques de transformation du vivant visant à l'optimiser. Et c'est ça que Foucault appelle un biopouvoir, une capacité à
à agir sur le vivant qui devient un outil de gouvernement des sociétés. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas le savoir-pouvoir qui porte sur le bios, sur le vivant, mais sur le jet, c'est-à-dire la Terre, à l'échelle planétaire. Donc ce qui va m'intéresser, c'est comment la Terre tout entière, de la lithosphère à l'atmosphère et au fonctionnement climatique, est devenue, ou à différents moments par différents savoirs, un objet de savoir, qu'on peut appeler géo-savoir, global donc, et un objet de gouvernement, qu'on peut appeler géo-pouvoir. Alors, pour faire ça, j'aurais pu partir du XVIIe siècle et des théories de l'improvement, de l'amélioration de la planète entière qu'on peut trouver chez les élites anglaises autour de la Royal Society dans les années 1660. J'aurais pu discuter des théories du changement climatique de Christophe Colomb au XVIIIe siècle, je vous ai parlé de Buffon, et comment à travers une connaissance du cycle de l'eau à l'échelle globale, on a pu justifier le projet de prise de possession de l'Amérique par l'Europe. J'aurais pu analyser l'après-deuxième guerre mondiale et comment le conservationnisme américain s'est internationalisé en même temps que les États-Unis étaient en train de devenir la puissance mondiale dominante, qu'on était à l'heure des décolonisations, de la guerre froide, du développement, de la course à l'espace, etc. On aurait pu aussi regarder le modèle néolibéral d'aujourd'hui et de voir comment il gouverne la Terre, à travers des marchés du carbone et de la biodiversité, des engagements volontaires, des promesses brevetées de technologies vertes. Donc, il y a différentes époques du géopouvoir. Je vais mettre l'accent sur une aujourd'hui, qui est donc celle que Eric Hobsbawm a appelée l'âge des empires, fin 19e, début 20e siècle. En gros, les bandes chronologiques, c'est 1864-1865. Pourquoi j'ai pris ces dates? Parce que c'est les parutions de deux livres importants. 1864, Marsh, George Perkins Marsh, qui écrit un livre qui s'appelle Man and Nature, qui est un peu considéré comme un ancêtre d'une vision environnementale globale. Et l'année suivante, 1865, un économiste qui s'appelle Stanley Jevons écrit un livre qui s'appelle The Coal Question, où il nous dit il y a si tant de charbon que ça, il faudrait peut-être faire attention. Et donc ça, c'est le début de la période. Pour la fin de la période, on pourrait prendre 1919, le traité de Versailles, avec un mandat donné par la SDN aux Alliés qui ont gagné la guerre pour reprendre les colonies allemandes parce que elles ont, allemandes et ottomanes d'ailleurs, parce qu'elles ont le devoir sacré de les civiliser, de les mettre en valeur, de développer leurs ressources. Il y a le mot développement dans le traité de Versailles, non pas pour leur propre intérêt de puissance britannique ou française, nous dit la SDN, mais dans l'intérêt général de l'humanité tout entière, bien sûr. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette trajectoire-là. Le fil rouge, ça va être de suivre finalement comment la colonisation européenne du monde a été légitimée par l'idée qu'il y aurait une mise en valeur plus efficace et plus durable par l'homme blanc de cette terre dont on sait déjà qu'elle a des ressources limitées. Et donc comment ce qu'on appelle le conservationnisme et ce qu'on appelle l'impérialisme, le colonialisme, se sont mutuellement nourris à ce moment-là, à la fin du 19e et au début du 20e. Alors voilà un peu le projet. Il y a 4 moments dans l'exposé. Le premier moment, c'est quand même un petit rappel sur dans quel monde on vit à la fin du 19e siècle. C'est le moment d'expansion européenne extrêmement massive. Les puissances européennes contrôlaient 35% des surfaces terrestres au début du 19e. Elles en contrôlent 85% sous la forme de colonies protectorats en 1914. Donc on a vraiment une prise de terre, comme le dit Carl Schmitt, un moment où un certain nombre de puissances se partagent le reste du monde de façon extrêmement radicale. Et ici, alors ça, c'est
le genre de travaux qui permettent de relire les trajectoires économiques par la matérialité. Ça, c'est les échanges de matière de l'Angleterre de 1855 à aujourd'hui, quasiment. Quand c'est négatif, ça veut dire que l'Angleterre exporte plus de matière qu'elle n'en importe. Et quand c'est positif, ça veut dire qu'elle en importe plus qu'elle n'en exporte. Alors le noir ici, c'est les vecteurs d'énergie fossile, c'est le charbon. L'Angleterre exporte beaucoup plus de charbon qu'elle n'en importe, du fait de sa richesse géologique, ce qui lui permet, ça a été montré dans une analyse comparative de Pomerantz avec la Chine, c'est en partie parce qu'elle a du charbon sous ses pieds qu'elle va s'industrialiser plus fortement et plus rapidement que la Chine. Du coup, être la première à entrer dans un modèle de développement industriel, machine à vapeur, chemin de fer, etc. Mais pour que ce modèle de développement soit soutenable, l'Angleterre doit importer, ici, le deuxième gros poste, c'est en blanc, c'est la biomasse. L'Angleterre ne cesse de drainer la biomasse du reste du monde pour que son modèle de développement soit possible. C'est du coton pour les filatures, c'est de la laine, c'est de l'huile de baleine pour dresser les machines, c'est des oléagineux, je ne sais pas, de l'arachide, de l'huile de palme qui viennent des colonies africaines, c'est du gutta-percha et du gutta-percha qui est essentiel pour toute la deuxième révolution industrielle, les isolants électriques, les câbles télégraphiques, etc. C'est le caoutchouc pour la médecine d'abord, puis les pneus et l'industrie automobile. Donc, il y a besoin, c'est le sucre également, qui vient d'abord de colonies esclavagistes, puis de plantations post-esclavagistes, on va dire. Le sucre, c'est déjà 4% du régime alimentaire des Anglais moyens en 1800. Donc, pour finalement subvenir à ces besoins, l'Angleterre importe massivement des produits animaux et végétaux du reste du monde, ce qui est un moteur de son expansion coloniale. D'aller chercher ses ressources au plus bas prix possible, tout en ayant un empire informel extrêmement important. On a toute une dynamique de course aux ressources, notamment le partage de l'Afrique avec la conférence de Berlin en 1885. C'est l'époque où on a besoin de beaucoup de caoutchouc et l'Afrique de cette région équatorienne apparaît comme un Eldorado du caoutchouc, même si ça va s'écouler assez vite parce qu'il y a une structure électrique. Donc voilà, un petit peu la situation. On est dans une situation où l'Europe domine le monde et où son modèle de développement industriel repose sur un certain type d'échange inégal avec le reste du monde et notamment avec les colonies qu'elle acquiert. Deuxième point, dès cette époque-là, on peut dire que le monde est considéré comme petit, comme un village planétaire, comme clos, comme limité. Et on va voir à quel point ça a influencé la pensée de cette époque-là. Premièrement, le télégraphe, qui commence à passer par des câbles sous-marins transatlantiques à partir de 1869, unifie la planète. Et tous les ingénieurs et les hommes politiques qui se glorifient de ce développement des télécommunications disent la planète est en train de se rapetisser, en train de devenir un village planétaire. Je reprends exprès l'expression qui vient d'être plutôt des années 1970. Et notamment, vous avez ici un auteur du milieu du 19e siècle, c'est 1857, qui lance toute une alerte sur les impacts potentiels des activités scientifiques et industrielles qui pourraient dérégler la planète. Il pense que si on creuse le canal de Suez, peut-être l'eau tout à coup va s'écrouler d'un côté. Il y a des trucs farfelus comme ça, mais il a aussi la question du changement climatique posé par les excès de CO2 dans l'atmosphère. Qui pourrait arriver de façon catastrophique dans ses écrits des années 1850. Et il nous dit, on nous dit que l'homme ne peut pas transformer la Terre. Non, c'est faux.
l'homme est extrêmement puissant et la Terre est extrêmement petite aujourd'hui. C'est l'homme qui est infini grâce à la science et c'est la planète qui est finie. La Terre n'est plus pour nous, homme du 19e siècle, quelque chose de trop grand. On peut en faire le tour 40 ou 50 fois dans notre vie. Pour nous, elle est limitée, très limitée. Et donc, nous avons une puissance illimitée face à une pauvre Terre si limitée et si bornée aujourd'hui. Donc, on est dans la métaphore du vaisseau spatial Terre, de la Terre qui a apparu plutôt dans les années 1970 comme quelque chose de petit et fragile. Enfin, on a déjà ce type de discours au milieu du 19e siècle. Deuxième point, l'idée de l'anthropocène, que les activités humaines sont tellement importantes qu'elles transforment la géologie de la planète, est déjà présente et pensée par des auteurs de cette époque-là, qui disent les humains ont provoqué des grands changements géologiques sur la surface du globe, et on a même inventé une nouvelle époque géologique, qui est d'ailleurs plutôt une ère, je crois, à l'époque, qui s'appelle l'anthropozoïque. Un nouveau moment de l'histoire de la Terre qui se caractérise par l'ampleur des activités humaines et l'idée que, dans un texte de Antonio Stoppani, un géologue et religieux italien, l'humanité est devenue une nouvelle force tellurique. Et alors, donc c'est pas la première fois que nous nous disons « Ah tiens, notre histoire est commensurable avec l'histoire de la Terre. Nous avons un impact géologique et inversement, les transformations de la Terre ont un impact géopolitique sur ça. » Il y a même toute une réflexion dans la société victorienne anglaise au milieu du 19e siècle, parce qu'on trouve du charbon sous les pieds des Anglais. Or, les charbons, c'est plutôt des palmiers, des fougères, des plantes énormes qu'on ne trouve que sous les tropiques au 19e siècle. Et donc, ils se disent, tiens, il a fait plus chaud qu'aujourd'hui, dans une époque reculée, il y a quelques centaines de millions d'années. Donc, le climat de l'Angleterre, qui est froid aujourd'hui, n'a pas toujours été celui-ci. Il y a eu des évolutions, et à une époque, dans le passé, on a eu des climats chauds. Et alors, il y a une double explication. On est encore pas loin des l'idée de théologie naturelle à l'époque, hein, d'un mélange de science et de légitimation de l'existence de Dieu qui aurait tout prévu pour le devenir de l'humanité. On va interpréter tout ça en disant en ayant fait un passé chaud à l'Angleterre, Dieu a préparé des ressources et donc providentiellement nous avons des ressources, on peut dire merci à cette histoire géologique que nous a fabriquée Dieu. Deuxièmement, ces plantes, ces plantes, elles ont capturé du carbone dans l'atmosphère et elles ont rejeté de l'oxygène. Il commence à y avoir un paléontologue à la fin des années 1820 qui dit c'est grâce à ça que la vie animale est apparue. Au début, il n'y avait que des plantes, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. Puis les plantes ont fabriqué l'oxygène, transformé la planète, donc on a des animaux, et à la fin on a des hommes, et à la fin on a l'apex de l'humanité qui est l'anglais civilisé qui domine le monde. Donc on a tout un récit géologico-théologique par lequel les Anglais sont réflexifs sur leur passé géologique en même temps qu'ils se légitiment leur puissance mondiale. Nous avons été chauds, donc nous avons du charbon. Ce charbon était produit par des plantes qui ont permis l'arrivée des animaux et des humains. Et puis ça s'est refroidi et donc on est devenu civilisé, on est plus intelligent que les autres. Ouais, comment tout se... Il y a une circulation dans ce récit, une circulation entre le discours impérialiste et le savoir géologique, si vous voulez. Donc il y a ces allers-retours comme ça qui sont déjà extrêmement présents. Troisième point, la question d'une vision globale. Ça ne date pas des satellites, ça ne date pas de la vision, de la photographie de la Terre, de la Lune, d'Apollo, etc. Vous en avez plein les expositions universelles du milieu du 19e siècle. Si vous allez à l'exposition universelle de Londres, vous avez un méga globe, vous pouvez visiter, vous avez une carte. Ici, vous avez une Terre de 12
mètres de diamètre, il y a un méga projet de recul pour des terres, des globes encore plus gros. C'est l'époque des géoramas. À partir des années 1820, on va payer pour aller rentrer dans une sorte de musée de la Terre où on va pouvoir se promener autour d'un globe. Ces expositions universelles sont visitées par des dizaines de millions de personnes, chacune à chaque fois. Donc il y a le globe terrestre d'ailleurs, qui est un objet aristocratique et royal au XVIIe siècle. On en offre à Louis XIV. Il n'y a que des princes qui disposent d'un globe. Au XIXe, c'est un objet de consommation courante de la bourgeoisie. Un petit globe qu'on pose sur ce bureau, sur son secrétaire. Et donc on se met, en termes de consommation esthétique, si vous voulez, à consommer le globe comme un objet comme de spectacle, de consommation. On regarde la rotondité de la Terre, on la voit comme un tout, comme quelque chose dont on peut saisir l'ensemble, la concevoir comme un système, comme quelque chose qu'on peut regarder de l'extérieur. Exactement le même type de rapport objet-sujet qui peut se jouer avec les visions de la Terre par satellite. Et on commence à la concevoir comme un organisme terrestre, comme quelque chose qu'il faut prendre dans sa globalité à la fois sociale et biologique, chez les géographes de l'époque. Il y a l'idée aussi qu'on a une passion de la planète, ça devient un objet de consommation esthétique. Comme je vous le disais, ça a été beaucoup étudié par des chercheurs. Donc, l'idée du global, on n'a pas attendu les dernières décennies pour consommer cette idée du global dans des démonstrations de masse comme les expositions universelles. Et ça aussi, la question des limites de la Terre va aussi jouer un rôle très important dans toute la pensée géographique de l'époque. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la fin de l'expansion européenne. On se partage les derniers territoires. Par exemple, dans un discours célèbre en 1893, un historien américain dit « c'est la fin de la frontière, la fin du Far West, où les colons américains blancs vont avancer, repousser les Indiens et arriver jusqu'au Pacifique. » Ben, on est arrivé au Pacifique, et donc l'âge colombien, nous dit Jackson Turner, est terminé. On doit vivre sur un territoire qui est fini. L'âge de la grande prairie sauvage qu'on va coloniser est terminé. De la même façon, au Congrès international de géographie à Londres, le président du Congrès dit « il n'y a plus guère de mystère. On a commencé à explorer toute la Terre. » Et les pôles sont atteints par des explorateurs en 1909 et 1911. Donc il y a ce sentiment que la géographie, l'âge des découvertes est terminé. Le monde est clos, on le connaît dans sa rotondité, et on en a touché les bords, si vous voulez. C'est ça le sentiment. Et Jean Bruns, un géographe, dit en 1909, nous avons atteint les limites de notre cage. Du coup, toute la géographie qui va devenir la géopolitique de cette époque, avec l'influence de Darwin, du darwinisme social, et ce sentiment de finitude de la Terre, va se mettre à penser les rapports entre les peuples, les rapports entre les États-nations, comme des rapports de compétition pour l'espace dans une Terre finie. Et donc vous avez Ratzel qui va définir la notion de concurrence spatiale, d'espace vital au sein d'une planète finie. Alors l'espace vital, on dit toujours c'est proto-nazi, que les nazis qui auraient développé ça, pas du tout. Tous les penseurs européens, occidentaux, des puissances qui sont en train de coloniser le monde, développent ce type de théorie. Et donc c'est le cas effectivement de Ratzel, qui dit finalement maintenant, tout phénomène géographique ne peut se comprendre que si on le met en relation avec la Terre comme un tout. Donc il y a vraiment cette idée que la Terre devient un objet qu'il faut connaître et gouverner et comprendre comme un tout. L'ensemble de la Terre nous est devenu familier et doit faire l'objet d'une appréhension politique. Donc la Terre devient un objet géopolitique. Le terme de géopolitique vient juste après d'ailleurs, je vais vous en parler. Il parle d'une petite planète comme la nôtre. Donc voilà encore cette idée du fait que la Terre est un système politique. C'est ce que va dire le fondateur de la géopolitique, c'est lui qui invente le mot de géopolitique en 1904, je crois. Alfred Mackinder, géographe britannique,
partir d'aujourd'hui, à l'âge post-colombien dont je vous parlais avec Jackson Farmer, nous avons affaire à un système politique fermé qui sera néanmoins d'envergure globale. Voilà. Chez des penseurs américains, vous allez avoir le même genre de choses. Chez Theodore Roosevelt, qui sera président au début du XXe siècle, j'en parlerai, et un théoricien militaire et stratégique des années 1890, Alfred Thayer Mahan, il y a cette idée que toute la politique est dominée par un rapport entre deux termes, le rapport entre la Terre et l'humanité, et nous vivons sur un petit astre que nous habitons et dans lequel le prix du mètre de terrain monte à vue d'œil. Races et nations vont se disputer de plus en plus âprement les territoires. Donc vous voyez cette pensée de la compétition spatiale sur une Terre finie, on va la retrouver chez toute une série de penseurs, y compris aux États-Unis. Donc, et c'est pas tout à fait par hasard, parce qu'à partir de 1898, les États-Unis deviennent une puissance coloniale. Ils conquièrent Cuba, ils conquièrent les Philippines et toute une série d'autres îles du Pacifique à ce moment-là, et on verra qu'ils deviennent une puissance impériale à ce moment-là. Grande question à l'époque, puisque la Terre est finie, est-ce qu'on va pouvoir nourrir tout le monde? Est-ce qu'il y a assez de place pour nourrir l'humanité, sachant que l'humanité est en pleine expansion, surtout du côté des pays industriels? La Grande-Bretagne a une croissance incroyable démographique depuis le XVIIIe siècle, et heureusement qu'elle déverse ses populations vers l'Amérique du Nord, vers l'Amérique du Sud, vers l'Australie, vers la Nouvelle-Zélande, sans quoi on aurait eu des tensions sociales extrêmement fortes en Angleterre. Donc il y a cette idée, nous les Blancs, nous sommes en train de proliférer, aurons assez de place sur la Terre. C'est comme ça que se pose la question démographique à l'époque. C'est pas les bougnous sont trop nombreux. Le discours raciste d'aujourd'hui. Non, c'est nous avons le droit d'occuper la Terre, mais est-ce qu'il y a assez de place pour notre expansion commune? Comme on dit, il y a un terme du Front National, j'ai oublié en tout cas, ça va, cette angoisse des Européens que la Terre soit trop petite pour eux, pour leur expansion. Chez les indigènes, ils les éliminent, que ce soit en Amérique ou en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y a des véritables génocides qui se jouent. Donc cette question-là, elle est réglée, d'ailleurs je vais vous montrer dans quelques textes. Et donc ils vont calculer à l'échelle de la planète combien il y a de terre, elles valent quoi, qualité du sol, est-ce qu'on peut les labourer ou est-ce que ça va être des élevages, et on va calculer combien de personnes on peut nourrir. Et le premier travail un peu quantifié avec une cartographie des zones de population et des terres et de leur fertilité, c'est publié en 1891 avec l'estimation qu'on peut nourrir jusqu'à 6 milliards de personnes. Ça a provoqué toute une série de travaux, de controverses, de révisions, de perfectionnements, et notamment ça va permettre d'arriver à la notion de capacité de charge, qui est un concept central de l'écologie et de la démographie et de la pensée conservationniste de tout le XXe siècle, chez Fandler, qui lui estime qu'on peut nourrir jusqu'à 11 milliards de personnes. Il y a toute une série de travaux, tout un champ d'interrogations, de travaux, un champ savant sur il y a place pour combien de personnes sur Terre. Voilà. Troisième partie, les débats sur les limites des ressources. Peut-être qu'il faudrait que j'arrive à finir en moins de 5 minutes. Là, j'ai fait jusqu'à la limite. Alors, des débats sur les ressources, il y a déjà il y a des alertes extrêmement fortes. Au moment où Stanley Jevons écrit The Coal Question en 1865, les géologues avaient plutôt estimé qu'il y avait assez de charbon pour 1000 ans de consommation. Il refait les calculs en disant mais attention, la consommation elle augmente très vite à l'exponentielle. Il ne faut pas regarder que la production, il faut regarder aussi la consommation. Et il arrive à 100 ans. Alors ça, tout à coup, c'est un vrai tremblement de terre parce qu'il y a des débats entre les protectionnistes et les libéraux. Il y a des protectionnistes qui disent on ne peut pas faire d'accord de libre-échange avec la France.
c'est l'accord Cobden-Chevalier du début des années 1860, on est en train de dilapider notre richesse sous la forme de charbon qu'on exporte aux Français. Gardons notre charbon pour nous, ne signons pas ça. Et donc il y a des débats au Parlement, les gouvernements de l'époque nomment des nouvelles commissions qui vont réévaluer les ressources, on arrive à 300 ans, et puis on modifie, etc., etc. Il y a vraiment un gros enjeu, une grosse bataille politique, des gros débats publics autour de ces questions-là. Il y a aussi une très forte réflexivité sur on dépend du charbon. Notre mode de vie, notre civilisation, notre puissance dans le monde dépend du charbon. Un Français dit privé de houille, l'Angleterre deviendrait bientôt aussi sauvage qu'elle ne fut à l'époque de Guillaume le Conquérant. Dans une revue, un journal américain un peu plus tard, il y a cette idée que sans charbon, la race humaine va revenir à la misère. Et en gros, finalement, trouver la solution à trouver de nouvelles énergies qui permettront de suppléer aux limites du charbon, c'est ce qui va sauver la planète, c'est ce qui va sauver l'humanité. Donc vous avez, il y a des dramatisations extrêmement importantes à l'époque. Vous avez aussi des débats sur est-ce qu'il y a assez d'or. Un géologue autrichien, Zuss, écrit un livre en 1877, il dit il n'y a pas assez d'or dans la croûte terrestre, on ne peut pas baser le système monétaire international sur l'or. Il faut le baser sur l'argent, parce que l'argent, il y en a plus, ça enclenche tout un débat avec des économistes, des géologues, etc. Il y a la question de l'épuisement des forêts, qui était plutôt une question qui était posée à des échelles locales et nationales au début du 19e siècle. Et on va se mettre à faire des inventaires globaux, internationaux des forêts. Et au congrès forestier mondial de 1900, on va dire, attention, on n'a plus assez de forêts. Et par exemple, il y a une des interventions qui dit, en Europe occidentale, on n'en a plus que pour 50 ans. Au rythme où on surexploite les forêts. Il faut d'urgence reboiser massivement. Vous avez également des alertes et des débats importants sur il n'y a plus de guano et plus de nitrate, il y en a moins au Chili, en Amérique latine, donc avec quoi on va fertiliser nos sols. Et les chimistes mettent en avant ce problème en disant on court vers la famine, sauf si vous nous donnez de l'argent à nous chimistes pour qu'on fabrique de l'azote artificiel par des processus industriels qui vont effectivement apparaître 10 ans plus tard, le procédé Haber-Bosch de synthèse des nitrates. Mais ils promettent la famine si on ne trouve pas de solution à ça. Donc vous avez vraiment des dramatisations extrêmement fortes des limites de la planète. Pareil sur les extinctions d'espèces. Un naturaliste, le directeur du Muséum d'histoire naturelle à Paris, qui dit en 1913 « Avons-nous le droit d'accaparer la Terre pour nous tout seuls et de détruire à notre profit ou au détriment des générations à venir tout ce qu'elle a produit de plus beau et de plus puissant, etc. etc. » Il y a le projet une internationalisation des questions de protection à la nature, un mouvement de protection de la nature globale, des congrès internationaux, la première convention internationale sur la protection de la flore et la faune de l'Afrique qui est signée en 1900. Donc vous avez toute une série de débats de ce côté-là. Bon, je crois que je vais passer ça, puisqu'on ne voit pas bien. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces débats se font dans une vision quantificatrice de la ressource. Le vivant n'est plus vu comme quelque chose de dynamique, de mouvant. C'est le terme initial de ressource au Moyen-Âge, donc ça apparaît au XIIIe siècle. La ressource, ça s'utilise en fauconnerie pour décrire le mouvement d'un faucon qui plonge et qui se relève. Au moment où il remonte, là, c'est la ressource. Ou alors une source qui a disparu sous terre et qui revient, on appelle ça la ressource. Ça vient du latin resurgere, qui est quasiment résurrecté. Enfin, ça envoie l'idée de résurrection. Quelque chose de dynamique, qui réapparaît, qui fait preuve de ressources, d'un dynamisme particulier. Tout ce terme, cette acception-là jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est une vision dynamique de la nature. Au XIXe siècle, ça va basculer, on va se mettre à considérer la nature comme un stock de choses inertes. On va se mettre à voir l'ensemble du monde vivant, y compris les espèces biologiques, des forêts, etc., à les penser sur le même mode qu'on pense le charbon, comme un stock statique quasiment, qui nous est hérité depuis très longtemps, sur le mode de la conception qui est celle
mot ressources. Et vous avez ça par exemple chez un autre directeur du muséum qui dit: les habitants du vieux monde ont les yeux fixés sur ces régions vierges, c'est-à-dire l'Afrique qu'on est en train de coloniser, où la nature est si riche et dont les ressources restent cependant sans emploi. Donc la nature, les ressources, c'est ce qui est sous-utilisé par les habitants qui sont sur place et qui dort, une richesse que nous, les Blancs, nous allons mettre en valeur pour augmenter le patrimoine des générations qui nous succéderont. C'est là que dorment les réserves de l'avenir. Vous avez toute cette question intergénérationnelle qui est posée dans ce type de vision de la nature comme une ressource. Alors les ressources, ça devient un stock que les experts, les ingénieurs, les forestiers, les naturalistes vont cartographier et quantifier. Le 19e, c'est le moment où l'énergie devient une unité qu'on va unifier. Unification conceptuelle, et du coup Helmholtz va dire finalement dans l'univers il y a une quantité finie d'énergie, une quantité finie de force. On ne peut pas en produire nous les humains, on peut juste agir sur sa transformation et puiser dans ce stock. Du coup on fabrique le monde comme un stock d'une certaine grandeur qu'il va s'agir de connaître, de calculer et de gouverner. Vous voyez, on est plus dans une nature avec laquelle on va négocier sur le mode de la métisse à l'Antiquité, mais on est dans une nature qu'on va entièrement posséder, contrôler, quantifier à travers ce type de choses. Ça, c'est les cartes des ressources mondiales de charbon, c'est ce qui va clore la controverse lancée par Jevons, avec une énorme enquête à l'échelle mondiale par la société de géologie qui fait travailler tous les différents pays sur cette enquête. Ben, on a une carte des ressources qui nous laisse penser qu'on en a pour 1000 ans. De nouveau, donc, avec des choses extrêmement optimistes par rapport à ce que, rétrospectivement, on peut calculer aujourd'hui. On s'aperçoit qu'ils étaient extrêmement optimistes par le type de calcul qu'ils ont fait, d'hypothèses sur les gisements qu'on ne connaît pas mais qu'on pourrait connaître, etc. Là, vous avez pareil une carte de l'or, et je vais passer ça pour terminer. Donc, on a vraiment toute une série de questions sur les limites de la Terre qui donnent lieu à des débats politiques extrêmement importants qui sont dans l'espace public, qui influencent les pratiques de gouvernement. Par exemple, on va avoir toute une politique de conservation de la part du gouvernement américain, dans les affaires coloniales, également des politiques de mise en réserve des forêts, de création des parcs naturels, etc. Donc c'est pas, ça se met en œuvre dans un certain nombre de politiques publiques et ça donne lieu également, le dernier point, c'est de montrer comment ces discours sur les limites de la planète, la quantification des ressources et comment bien les gérer durablement sont complètement imbriqués avec les idéologies coloniales, les idéologies du bon droit du blanc à coloniser la Terre. Alors, quelques citations. Paul Laura-Beaulieu, professeur au Collège de France. En gros, dans le globe, il y a plein d'espaces restés vacants qui sont occupés par des peuplades incohérentes, dénuées de sens du progrès et incapables d'exploiter les régions où le sort les a placés. Ils sont tous en lien les uns avec les autres. Ça, c'est un théoricien allemand qui dit la vie des peuples n'est pas une vie isolée, ils doivent échanger. Celui qui ne veut pas échanger, c'est un égoïste. Le soleil des Indes ne luit pas que pour les Indes, mais pour tout le monde. Donc nous, des pays tempérés, on a droit aux richesses des pays tropicaux, et inversement, on va leur envoyer notre fer, une espèce de vision comme ça du libre-échange mondial. Et lorsqu'un peuple se montre incapable d'utiliser le sol que la nature lui a départi, il doit céder la place à un autre. Et il va jusqu'à dire l'isolement, c'est le crime capital des peuples, et les sauvages qui veulent juste rester entre eux, eh ben, le monde a droit à sa chute. On a le droit de les faire disparaître. C'est ça le sens de l'histoire. Et vous avez encore un autre théoricien juriste français qui reprend ça. Nous, les Européens qui sommes surpeuplés, on ne va pas se résigner à tous les maux qu'entraîne l'overpopulation
pour permettre à quelques milliers de sauvages de se manger entre eux. Quand même. Donc voilà, il y a toute une justification du droit des Blancs à coloniser la Terre parce que nous mettons mieux en valeur ces territoires. Ça, c'est toujours Arthur Giraud, il dit carrément, c'est une loi générale à l'espèce humaine que les individus les moins bien doués disparaissent. Extinction progressive des races inférieures, etc. En Australie, on a bien fait, finalement. Sans doute, il faut plaindre les sauvages détruits par les Blancs, mais est-ce que tout progrès n'entraîne pas des souffrances avec lui? On ne fait pas des omelettes du progrès sans casser des indigènes. Benjamin Kidd est le grand théoricien britannique de la colonisation, pareil. Il y a des ressources qui sont sous-utilisées par ces peuples-là. La dernière chose que notre civilisation va accepter, c'est de laisser le gaspillage de ces ressources dans les régions les plus riches du monde, alors que chez nous, on en a besoin et que les races qui sont sur place n'ont pas l'efficacité sociale pour les utiliser. Tous ces auteurs sont en lien les uns avec les autres, correspondent, se citent, etc. Théoriciens américains, la même chose, Alfred Thayer. Alors finalement, on a une idéologie qui justifie la colonisation par le fait, que le globe est constitué de ressources qu'on peut totaliser et quantifier comme un grand tout mondial. Il y a tant de fer sur la Terre, tant de charbon sur la Terre, etc. Donc on a une espèce de stock ici de ressources. Et puis vous avez la population humaine qui est une autre totalité, un autre grand tout. Et l'idée, c'est d'optimiser la relation entre les deux. Et c'est la science du blanc qui est la plus forte pour faire ça. Et donc, le blanc a le droit de coloniser les territoires des indigènes, des colonisés, au nom de sa capacité à construire un intérêt général par la bonne mise en relation de la totalité des ressources avec la totalité de l'humanité. C'est ça l'équation qui justifie la colonisation au tournant du 19e et du 20e siècle, qu'on va retrouver chez Albert Sarraut, qui est un grand théoricien, un tout petit peu plus tard. Nulle appropriation, donc les souverainetés anciennes des peuples indigènes, ne peut invoquer la prescription contre le droit de l'univers, carrément c'est même plus la Terre, c'est l'univers, d'utiliser les ressources offertes en tout lieu par la nature. C'est cette idéologie-là qui se retrouve au cœur de la notion de mandat de la SDN. C'est parce que les Blancs alliés utilisent mieux les ressources des colonies allemandes et ottomanes qu'ils ont le droit d'en devenir les protecteurs pour le bienfait de l'humanité tout entière. Donc on a bouclé la boucle par rapport au début. Je termine peut-être là-dessus, sur le fait que dans ces discours-là, il y a toute une série de travaux pour montrer que les indigènes sont vraiment des catastrophes écologiques. Clemens, qui va aller piquer des graines de caoutchouc, de quinquina en Bolivie et au Pérou pour les transporter dans le jardin botanique en Inde, et puis ensuite ça fera des plantations et tout le marché de la quinine va se déplacer vers l'Asie et ça va appauvrir les pays andins au début du XXe siècle. Lorsqu'il fait ça dans les années 1870, il dit mais en fait les locaux là-bas, les caciques et les indigènes de Bolivie et du Pérou, en fait, ils sont en train de surexploiter, ils arrachent les écorces, et nous, les Anglais, à travers l'exploitation rationnelle en plantation, nous développons une agriculture plus durable, une exploitation plus durable de cette ressource pour le bien-être de l'humanité, parce qu'on va pouvoir soigner les gens contre le palu, etc., grâce à la quinine. Argument également chez un botaniste qui parle de l'Afrique. Montaigne a dit « Le sauvage coupe l'arbre pour avoir les fruits », les Noirs d'Afrique ont justifié cette assertion. Également, toute une série de dénonciations de l'agriculture sur brûlis, qui est jugée comme irrationnelle, alors que le modèle de la plantation serait supérieur par les agronomes de cette époque-là. Je crois que je peux conclure. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir à quel point le phénomène de conquête européenne sur le monde, le fait que 80% des surfaces de la Terre deviennent des colonies de protectorat européens, c'est fait dans un cadre de justification morale qui a justifié cette prise de terre au nom d'un usage
rationnelle et plus durable de la nature à l'échelle globale. Les ressources sont en quantité limitée, nous sommes les meilleurs à pouvoir les utiliser rationnellement. C'est ça le discours du blanc à ce moment-là. Alors Carl Schmitt, il a étudié ce moment-là dans son livre Le Nomos de la Terre, mais il s'en est lamenté en fait. Il dit c'est le moment où, disons, les accords entre les Européens pour se partager le monde de façon violente, le droit de déposséder les colonisés, mais tout en restant entre gentlemen, entre Européens, c'est le moment où cette conception-là du droit des gens européens, du droit international tel qu'il le décrit depuis le XVIe siècle, s'écroule. On arrive à un système plus international qui va devenir la SDN, avec la montée des États-Unis. C'est quelque chose de dégénéré qui va justifier finalement le droit de l'Allemagne nazie de déclencher la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu l'analyse qu'il fait dans Le Nomos de la Terre. En fait, c'est extrêmement perçant, hein. C'est un juriste nazi, mais extrêmement intéressant. Il a malgré tout finalement fait une petite erreur dans l'analyse de cette période, dans la lecture qu'il fait de la conférence de Berlin comme le début de la fin de ce qui lui paraissait le bon droit international, c'est qu'il ne s'aperçoit pas qu'il y a une nouveauté dans la légitimation de la prise de terre européenne, qui est une légitimité d'ordre productiviste. Nous utilisons mieux la ressource, donc nous avons le droit, et non plus une légitimité morale ou religieuse. C'est pas Dieu qui donne l'Amérique en tutelle à la couronne d'Espagne ou du Portugal pour aller christianiser les Amérindiens. C'est plus du tout le même type de légitimation de l'expansion coloniale. C'est un nouveau fondement moral qui consiste à dire la Terre est un ensemble de ressources et celui qui développe les savoirs pour l'exploiter le plus optimalement est légitime pour prendre possession de la Terre. Plus que les occupants initiaux qui ne sont pas souverains. Donc on remet en question les souverainetés initiales au nom de ce qu'on va appeler la mise en valeur coloniale, puis le développement, puis un certain nombre de conceptions aujourd'hui de l'intérêt général, les expropriations au nom comment on appelle ça, l'intérêt général dans la construction de grandes lignes THT, de centrales nucléaires, d'aéroports comme à Notre-Dame-des-Landes. C'est la même forme de légitimation d'un droit d'appropriation, de souveraineté sur le territoire de la part d'une puissance étatique en général, au nom d'un usage supérieur de ce territoire à celui qu'en font les populations locales. Il y a finalement le même type de légitimation productiviste de ces prises de terre, et donc l'intérêt finalement de penser ce moment-là, c'est aussi de voir les résistances qui s'offrent à ça, les reprises de terre qui peuvent se faire par des luttes locales, par les ZAD, par finalement le refus de laisser la construction d'un intérêt général par des puissances technocratiques un peu lointaines pour définir quel usage on fait du territoire. C'est également une pensée que je trouve intéressante chez Naomi Klein, dans son dernier livre qui s'appelle Tout peut changer. Elle parle de pas de zone sacrifiée. Plutôt que de dire on va sauver la planète avec un grand plan, une grande planification écologique de la Terre, qui aura du mal à advenir vu les rapports géopolitiques actuels, si on laissait au territoire la souveraineté sur ce qu'ils veulent faire, que chaque population décide de quel niveau d'extraction elle souhaite avoir, que ce ne soit pas l'État qui est la capitale qui est à 500 km plus loin qui décide de devenir extractif ou pas de tel territoire. C'est ça l'idée, une subsidiarité dans la décision sur l'usage du territoire, donc de redonner la puissance, la souveraineté aux populations locales, et finalement peut-être un levier de transition écologique peut-être plus puissant que les transformations par le haut, par les grandes conférences internationales, etc. C'est la petite hypothèse que je lancerai pour terminer. Et simplement, ce qu'on voit aussi, c'est que aujourd'hui, on nous dit qu'il faut gouverner la Terre pour qu'elle ne dépasse pas 2 degrés, 1,5 degrés. On a un grand objectif chiffré qui surdétermine toute la façon dont il va falloir gouverner la Terre. D'une certaine façon, la période coloniale, avec la quantification de l'énergie, du fer, du charbon à l'échelle planétaire, était déjà une forme de gouvernement par la limite. On définit un stock, on définit à partir de là la bonne façon globale de bien l'exploiter. Très souvent, cette bonne façon globale est une façon impériale, et peut-être que ça peut nous poser des questions pour aujourd'hui.